Voici un entretien avec Yves Bélanger, directeur photo, dont le travail marque le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cet été, Yves viendra d'ailleurs partager son expertise en donnant une formation à l'école de cinéma d'été du festival Les Perséides à Percé. Au cours de cette discussion, Yves nous plonge au cœur de son métier. Il partage sa perspective sur son rôle essentiel dans la création des images d'un film, évoque son riche parcours qui l'a mené sur des plateaux variés et aborde l'importance de l'évolution technique et de la transmission de son savoir. Si vous souhaitez apprendre de son savoir-faire, sachez qu'il reste encore des places pour cette formation et que vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Je sais qu'en faisant un peu mes recherches justement sur le métier de directeur photo, j'ai lu une phrase qui résonnait pour moi, qui disait qu'un directeur photo, c'est un peu comme le peintre du film. Et je me demandais, toi, comment tu pourrais nous expliquer un peu ton rôle dans dans le processus de la création d'un film? C'est qui a dit ça? Est-ce que tu t'en souviens? Non, justement, je l'ai lu il y a fait déjà quelques jours, mais je me souviens plus de qui a dit ça. Non, c'est très prétentieux de dire ça. Non, premièrement, le peintre, si on compare le peintre, la peinture, le peintre, c'est l'auteur de l'œuvre. Donc, un directeur photo, c'est purement un collaborateur du réalisateur. Et il y en a des centaines, des fois, dans un film. Et donc, moi, mon chum André Turpin, il dit que c'est comme le premier violon là, dans un orchestre. Mais moi, je considère vraiment, c'est super simple. Là, dans le fond, un réalisateur, c'est lui qui contrôle tout. Normalement, un bon réalisateur. Et toi, tu es responsable de l'image. Le directeur photo, il est responsable de l'exécution physique du rêve du réalisateur, donc des images. Fait que ça va de liste d'équipements à physiquement opérer la caméra, souvent sur le plateau, et surtout tout faire le lien, les éclairages, puis faire le lien entre les plans. Si tu veux aussi, le directeur photo, on est responsable de créer l'illusion de la continuité, on appelle. Parce qu'un film qui se passe en 2 heures, ça se tourne pendant des mois. Il faut donner l'illusion que tout se passe sans chaîne. Quelle est ta part, on va dire, au moment du tournage? Parce que je sais qu'on fait aussi beaucoup de travail en post-production, des fois aussi, où on va continuer à travailler l'image. Est-ce que toi, tu joues aussi dans t'es au moment du tournage, mais t'es aussi dans l'après, au moment du montage? On est beaucoup dans le avant. Comme là, présentement, je prépare un film qui ne sera pas tourné avant le mois de juin. Donc, ça veut dire collaborer avec tout le monde, avec les personnes qui vont faire le décor, avec les personnes qui vont faire les costumes, les maquillages et tout. C'est penser déjà de se créer un langage commun puis d'être dans la même direction. Et après ça, normalement, quand on tombe dans les effets spéciaux, on les voit en préparation. Ils sont là sur le tournage, mais après ça, il faut leur faire confiance. Souvent, moi, je suis sur un autre projet. Je vais aller peut-être à la fin, comment dire, tu fais approuver le résultat final, mais donc, c'est vraiment ça. Tu as un réalisateur, puis tu as plein de petites fourmis autour d'eux qui sont là qui ont chacun leur département, puis qu'il faut qu'ils soient au même endroit pour créer le rêve du réalisateur. Puis justement, dans ta carrière, est-ce qu'il y a des styles, parce que je regardais un peu la filmographie sur laquelle tu as travaillé, puis il y a des films justement où on est on retourne dans le passé, on est dans des époques qui sont pas celles d'aujourd'hui, puis la façon de travailler, les couleurs, tout ça sont très différentes qu'un film que tu ferais peut-être aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des styles, toi, dont tu as des préférences sur lesquelles travailler, ou c'est vraiment que tu y vas un peu avec c'est ça, comme tu disais, avec le réalisateur, comment ça se passe? Oui, mais le style d'un film vient du scénario. Puis du scénario, mais là, c'est sûr, tu as une époque à respecter, mais tu as l'atmosphère, tu as tout. Fait que normalement, un directeur photo n'a pas un style précis, parce qu'il doit être différent pour chaque. C'est le scénario qui dicte tout. Alors, c'est comme si un acteur jouait toujours pareil, là, tu peux pas. Fait que la seule chose, on a des petits, c'est sûr que j'ai des sensibilités, là, comme j'ai tendance, mais à mon âge qui commence à être avancé, je commence
essayer de moins le faire, ou essayer des choses différentes. Mais moi, j'ai de tendance, mon éclairage vient toujours d'un endroit réel. Parce que, tu sais, il y a un type d'éclairage cinéma qui peut être très esthétique ou très onirique, que quand tu regardes ça, tu te dis, mais d'où vient la lumière? Moi, même si je veux ça beau, normalement, s'il y a une fenêtre, s'il y a une lampe d'allumée, ça risque de venir de cet endroit-là. Tu comprends la lumière principale. On pourrait dire que je suis réaliste. Mais en même temps, j'aime ça faire de la poésie rétro. Là, dans Brooklyn, là, j'étais allé. Brooklyn, j'ai fait ça en 2 films de Jean-Marc Vallée, puis ça n'a aucun rapport, hein, le visuel, parce que c'était ça que je pense que le scénario demandait. Une espèce de nostalgie, puis aussi, ça se passait dans les années 50. Fait que je m'étais imaginé comment quelqu'un aurait éclairé ça dans les années 50. Puis justement, tu parlais de... Subjectif, ces choses. Oui. Là, tu parlais on n'est pas vieux, mais on a quand même connu, tu sais, quand on était à l'époque, surtout du monde de la pellicule analogique, tout ça. Aujourd'hui, je sais qu'il y a de plus en plus de films qui se tournent. Il y en a qui gardent encore aussi la pellicule, mais il y en a qui travaillent beaucoup en numérique. Est-ce que toi, tu as dû adapter ton travail, ou on va dire qu'au niveau de l'atmosphère et de l'éclairage, que ce soit d'une technologie ou d'une autre, ça reste un peu le même travail? Pour moi, oui. Ce qui change, comment dire, le résultat final, même à la limite, certaines personnalités comme moi, je pense que ça nous a rendu plus audacieux. Parce qu'on voit vraiment. En pellicule, il fallait toujours que tu extrapoles, que tu imagines. Puis après ça, en pellicule, il y avait des intermédiaires qui faisaient qu'il pouvait arriver des. C'était fragile, la pellicule. Fait qu'il pouvait arriver des problèmes au lab, des choses comme ça. Puis après ça, les intermédiaires pouvaient détériorer un peu l'image. Maintenant, en numérique, tu vois ce que tu vois dans ton moniteur sur le plateau, tu sais que ça va être ça dans la salle ou dans la télé que la personne va regarder plus tard. Alors, moi, en tout cas, ça m'a rendu plus audacieux parce que je le vois. Il y en a que ça rend plus straight parce qu'ils voient, justement, ils sont là, ils prennent plus de chance. Mais ce que ça a changé, les tournages pellicule versus numérique, en pellicule, encore tu le vois maintenant quand on tourne en pellicule, il y a un côté plus sacré, plus liturgique que j'appelle. Le plateau devient beaucoup plus concentré, presque sacré, parce que la caméra, ça devient mystérieux, puis la pellicule demande un peu plus d'amour, ça fait difficile à expliquer, un peu plus de rigueur que le numérique. Alors, ça change surtout l'atmosphère sur le plateau, je trouve, le pellicule versus. Mais le résultat, non. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça. Je voulais te questionner aussi un peu sur les différences un petit peu, parce que je sais que toi, tu as commencé, ton parcours a commencé au Québec. C'est quoi, il y a eu un pont à un moment donné qui fait que tu t'es retrouvé, tu as travaillé avec des grands réalisateurs comme Jean-Marc Vallée, et puis après tu te retrouves avec Clint Eastwood par exemple, et d'autres dans un volet plus international. C'est quoi qui a fait que tu te retrouves de là à là? Puis si tu voulais un peu nous partager un peu des différences qu'il y a, que t'as rencontrées de ces univers peut-être plus internationaux Hollywood et peut-être plus du cinéma québécois. OK. Ben, comment je pourrais commencer? Dans mon histoire personnelle, pourquoi je me suis retrouvé aux États-Unis, c'est quelque chose que je n'avais jamais rêvé. C'est quelque chose qui est arrivé. Comme moi je dis souvent, les Américains, ils ne viennent pas te chercher. Ça arrive. En plus, c'est ces deux choses qui paraissent se lier, mais qui ne sont pas du tout liées. Ma carrière américaine avec Jean-Marc, c'est purement parce que Jean-Marc a eu des ouvertures aux États-Unis qui a dit « je viens avec ce gars-là ». Donc, il m'a imposé dès le début, dès son premier film américain, on n'avait pas d'argent et tout. Alors ça m'a permis de rentrer dans le syndicat américain, de régler toutes les choses techniques, permis de travail et tout. Et ça a intéressé d'autres réalisateurs qui m'ont appelé, américains. Mais Clint Eastwood, c'est complètement autre chose. Clint Eastwood, c'est purement une autre chance, là, parce que je considère que c'est une chance que Jean-Marc m'ait choisi cette fois-là en 2012. J'avais un copain à Concordia dans les années 80 quand j'étais un Montréalais, là, un bon vieux Italien de NDG, qu'on était devenus copains. Puis on avait toujours. Lui, il avait déménagé à Vancouver pour devenir caméra operator, qu'il appelle en anglais, cadreur. Puis il était très spécialisé dans la Steadicam, là, que tout le monde connaît maintenant. Et le directeur photo de Clint Eastwood est allé tourner à Vancouver et tombé en amour avec lui. Et lui s'est retrouvé, petit Montréalais de Concordia, à 34 ans, d'être le cadreur de Clint Eastwood. Donc, depuis 1994, il est le cadreur de Clint Eastwood. Et quand Clint Eastwood a changé de directeur photo là, en 2018,
il a juste dit « Hey, qu'est-ce que t'en penses si on essaierait mon chum Yves? » Parce que j'avais fait la photo d'un film que Steve, il s'appelle Steve Campagnelli, avait réalisé. Et Clint est un bon fan aussi de Brooklyn. Fait qu'il disait « Qu'est-ce que t'en penses si on prend Yves qui a fait de Brooklyn, puis Indian, pas Indian, comment ça s'appelle? En tout cas, son film qu'il a réalisé. Je crois, Indian Crossing. Ouais, ouais. Et Clint qui a juste dit OK. Fait après ça, ben, les avocats s'organisent pour avoir ton permis de travail. Fait que c'est toujours. Mais je pense que ma génération, on est la première qui s'est décomplexisée. Parce que nos grands maîtres, là, moi, mes idoles de jeunesse, là, Denis Arcand, Jean-Claude Lauzon, même Michel Brault a fait 1 ou 2 films américains comme directeur photo. Là-bas, là, carrément, Pierre Mignot a fait plein. Mais surtout les réalisateurs, il y avait c'était pas une gêne ou un complexe d'infériorité, mais je sais pas si c'était une petite feinte de nationalisme, mais tous ces réalisateurs-là, ils ont refusé d'aller aux États-Unis. Alors que ma génération n'était pas. Jean-Marc non plus, je pense pas qu'il rêvait de faire des films américains. Il a juste eu l'opportunité. Denis, peut-être un peu, mais tu sais. Puis on dirait aussi que parallèlement, le cinéma est rendu de plus en plus quelque chose d'universel. Tu sais, les Américains ont toujours. Ils ont bâti les studios Hollywood avec. Ils ont volé entre guillemets, les talents de partout. Ils ont bénéficié beaucoup là, de ça. Puis on dirait qu'ils sont très ouverts. Là. Fait que souvent, même à Hollywood, quand tu travailles, le réalisateur est souvent d'origine britannique, australienne. Là, comme là, je travaille sur un Netflix, mais le réalisateur, il est du Danemark. Alors, je pense que c'est vraiment un concours de circonstances, puis de la chance. Il y avait le bon. C'est géopolitique et un peu de chance. Oui, hein. Est-ce que tu as des différences, y a-t-il des différences majeures ou des ambiances dans lesquelles tu es plus à l'aise dans tous ces univers-là? Non. Moi, je tourne un film de Clint, c'est pareil comme tourner un film de mon chum au Québec. C'est juste plus gros. C'est juste plus de temps, plus d'argent, tu es payé plus cher. C'est comme les acteurs, mes vedettes là, américaines avec qui je tourne, ils sont pareils comme mes actrices et mes acteurs québécois. Ils ont juste des plus grosses maisons. Puis ils ont des assistants, puis ils ont des nannies, puis ils ont ci, puis ils ont ça. Mais sinon, c'est des gens qui aiment le cinéma, qui sont là pour raconter l'histoire, puis qui sont... Ça, c'est des passionnés. Puis des gens qui travaillent fort. Mais moi, c'est sûr que moi, j'adore être au Québec. Je ne suis jamais déménagé, d'ailleurs. Mais je trouve ça frustrant de tourner des films québécois, c'est sûr, parce que je me toujours être obligé de dire non au réalisateur parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais les êtres avec qui on travaille, là, les acteurs, les techniciens, au Québec, c'est les meilleurs, puis c'est la famille. Fait que moi, je me suis fait une famille aux États-Unis, fait que j'aime mieux tourner là-bas parce qu'au moins, je peux faire ce que je veux. Tu sais, je peux atteindre mes rêves ou mes objectifs, mais c'est ça. C'est juste ça. C'est juste qu'on a plus de temps et d'argent. Bon, ben, on en vient à Percé maintenant, la formation. J'ai une question par rapport à la transmission du savoir. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Parce que là, tu t'en viens cet été pour donner une formation justement à Percé. Déjà, peut-être avant, c'est quoi ta relation avec Percé, la Gaspésie? Toi, moi, ma relation, Percé, je connais bien parce que j'ai une copine à Gaspé et fait que j'y allais souvent. Enfant, je ne suis pas allé souvent, mais je connais bien la Gaspésie. Ouais. Disons, les 5 dernières années, là, j'étais là au moins une fois par mois. Et fait que c'est vraiment... C'est un endroit que j'adore. Puis les Perséides aussi, j'ai été 2 saisons, je pense. et là, pour toi, justement, le fait de transmettre tes connaissances à une autre génération ou à d'autres, à peut-être un relais comme ça, pour toi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Oh, moi, je pense... Moi, je m'aperçois de plus en plus qu'on est pas immortel. Et moi, j'aimerais beaucoup, surtout que depuis que Jean-Marc est parti, j'aimerais vraiment transmettre sa méthode parce que je pense qu'elle peut vraiment être utile, surtout pour les gens, les jeunes là, qui sont libres et qui veulent refaire le monde. Puis ça, avant que je meure, ben, moi, je veux vraiment je pense que c'était vraiment intéressant comment il y avait... Qu'est-ce qu'on avait... À la fin, là, c'était vachement efficace. Et aussi, je veux en même temps leur montrer les vieilles méthodes. Ça peut arriver encore maintenant, là, de nos jours, là,
Le noir et blanc. Moi, j'ai connu comme spectateur le passage du noir et blanc à la couleur. Je ne l'ai pas connu comme directeur photo, mais c'était un gros changement. Le noir et blanc à la couleur. Fait que si jamais, moi, je veux que les jeunes puissent, si jamais ils se font offrir dans 5 ans, en disant, je veux qu'on fasse exactement comme un film noir des années 40, des grands studios, ben, je veux qu'ils puissent. C'est sûr que tu le regardes le film, tu le vois, mais je veux leur montrer c'est quoi le type de spot. C'est pas les mêmes équipements, c'est pas la même pensée. Le noir et blanc à la couleur, là, surtout à cette époque-là, c'est pas. Maintenant, tu pourrais faire un film noir et blanc avec un éclairage moderne, mais à l'époque, c'était eux autres, ils pensaient tous à la troisième dimension, ils recréaient. C'était complexe. Puis c'était magique aussi un peu. Qu'est-ce qui est beau que le noir et blanc, c'est que tu filmes n'importe quoi, ça devient magique. Parce qu'il y a une interprétation de la couleur, mais ça a tendance à être naturaliste. C'est ça. Ce que je comprends, c'est que pour toi, ça c'est important, parce que oui, la technologie vraiment prend une direction qui est quand même assez. Moi, je dis la technologie, c'est ce qui est très dangereux de nos jours, c'est quand on a les budgets où les films sont. L'argent va aux mêmes endroits, sont tous les mêmes budgets, nonobstant du scénario. Puis des fois, il y a des films qui devraient être tournés autrement, avec l'argent ailleurs, avec l'équipement. Il faut juste. L'économie, des fois, peut même influencer l'esthétique. Ça, c'est dangereux. Il faut être capable d'être libre et être capable de tout pouvoir faire. C'est ça qui est le fun. Mais la méthode Jean-Marc, c'était vraiment pour tout le monde, pour les acteurs, c'était très libéral. C'est juste que ça demande presque à réorganiser. Il faut que tu repartes de zéro presque. Il faut presque que tu repartes du cinématographe, de l'invention du cinéma. Et là, parce qu'il y a plein de d'habitudes qu'on a pris en cinéma industriel qu'on n'a pas nécessairement besoin. Mais tu m'intrigues un peu en disant la méthode Jean-Marc, parce que justement, je sais pas si c'est ça que tu vas parler un peu de ça, j'imagine, dans ta formation, oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par la méthode Juste le fait que Jean-Marc, pour des raisons de liberté de création puis de liberté d'acteur, il m'empêchait d'éclairer, de mettre des spots de cinéma, mais ça t'oblige tout à repenser ton esthétique puis la façon que... Comment rendre l'image intéressante. Fait que souvent, moi, ce qui est bien général, je peux te le dire vite, mais je me suis aperçu, pour que ça fonctionne, moi, au lieu, parce que c'était impossible de rajouter, donc je me suis mis à soustraire. Mais ça, les directeurs photo, ils apprennent l'éducation classique d'un directeur photo, c'est tu repars à zéro, puis tu refais tout. Là, puis, alors que là, avec cette méthode-là, c'était le contraire. Je pars de la réalité, puis j'en enlève, pour arriver à quelque chose de pur, quelque chose d'intéressant. Ça veut dire fermer des fenêtres, ça veut dire mettre des tissus noirs. C'était très étrange. Cacher le côté caché d'une ampoule électrique, mais tu mets quelque chose pour pas que cette lumière-là pisse partout, comme on dit, parce que justement, quand tu travailles en basse lumière, là, sans éclairage artificiel, là, comme on peut maintenant avec les caméras numériques, mais le moindre, une bougie peut devenir avoir l'air d'un soleil. Fait il y a ça, il y a justement le côté que les acteurs sont rois, le côté que. Fait qu'il faut que tu parles au maquillage coiffure, arrêter de les retoucher tout le temps. Tu sais, ça demande beaucoup moins de monde sur le plateau, donc la concentration est là. Tu sais, plein de choses là, qu'on ne pense même pas. Mais c'est ça. Est-ce que comment tu tournes? Ouais. Comme un film est tourné, produit, organisé, ça influence l'esthétique. Et là, justement, concernant la formation à percer, je me demandais, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu es souvent amené à faire ou on te propose souvent à transmettre comme ça de la connaissance ou à oui, j'en fais plusieurs fois par année, puis à plein d'endroits. J'en ai même fait à Londres. Mais je vais au moins une fois par année à Concordia, à l'Université de Montréal, même l'UQAM. L'UQAM, ça fait un petit bout. Mais ça, c'est... Puis moi, je veux même montrer à un caméraman qui est seul comment il peut faire des choses différentes aussi. Tu sais, comme quand... Si un caméraman qui fait tout, puis qui fait des entrevues, mais comment rendre ça super beau, puis... mais tu sais, des fois, il faut prendre des risques. Tu sais, des fois, comme... C'est drôle, je lisais... Non, j'entendais un témoignage donner un exemple. Quand tu fais des films entre amis, puis des petits budgets, souvent tu prends des chances, qu'on appelle, comme directeur photo. Puis c'est là que tu fais sûrement tes plus belles images. Mais quand tu tombes sur un gros film, souvent,
on est là, puis là, on devient, on a trop d'équipement, puis là, on fait tout on se back, on appelle, parce qu'on a trop peur d'être pris, je sais pas moi, en défaut, des choses comme ça. Puis le monsieur, il témoignait que quand Darius Khondji, c'est un grand directeur photo français, qui était il était mondialement connu grâce à Seven. Puis après, Seven, c'est quand même un film qui avait un budget confortable, mais qui était quand même fait là, avec un réalisateur très visuel et tout. Fait qu'il a vraiment pu faire tout ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il rêvait comme photo pour ce film-là. Mais anyway, il s'est retrouvé à faire Evita pour Alan Parker, qui était une grosse comédie musicale, gros budget avec Madonna et tout. Et la première journée de tournage, les autres, ils avaient super peur d'attendre après l'éclairage parce que c'était un directeur photo vedette et tout. Il est arrivé, puis après une demi-heure, il était prêt. Et le réalisateur était comme super heureux parce qu'il était allé à la location, il tournait, puis tout ce qu'il avait demandé, c'est qu'il faut qu'on tourne je sais pas moi, de 5 heures à 7 heures. Là. Lui, il avait calculé le nombre de pages qu'il y avait. OK, ça, je peux tourner ça en 2 heures facilement. Puis il avait calculé que le soleil allait être parfait pendant 2 heures et demie, donc de 5 heures à 7 heures et demie. Fait que techniquement, j'ai le temps de tourner la scène. Fait qu'il a tourné à la lumière naturelle. Mais il a pris la chance, tu comprends? Mais s'il avait peut-être été un peu peureux, il aurait juste bloqué le soleil, puis il aurait mis des gros spots, puis ça n'aurait jamais été aussi beau. Fait que moi, c'est ça que j'essaye aussi, que je veux donner aux jeunes générations, c'est de prendre des chances, des fois. C'est juste un film. Puis tant qu'il n'y a pas de mort, là, on va te rappeler. Et là, justement, pour terminer là-dessus sur ce sujet, il y a ici, là, dans le coin de Gaspé, puis de Percé, il y a beaucoup de mes collègues de travail aussi, puis qui sont intéressés à vouloir suivre aussi cette formation. Puis nous, des fois, dans notre métier, on est amené, tu parlais beaucoup tantôt de petits budgets, tout ça. Des fois, le caméraman lui-même, le cadreur va devoir peut-être se retrouver à faire aussi la direction photo et tout ça. Donc, ouais, donc c'est ça, et je me dis, qu'est-ce que tu pourrais enfin, dire un peu à ceux qui seraient un peu peut-être hésitants à prendre le dire, ben pourquoi l'importance de se former des fois justement dans ce type même si c'est pas notre première approche, souvent on est amené à faire plus de caméras, mais des fois un peu moins de direction photo. Toi, comment le fait d'inclure tout ça dans une boîte à outils, même si on n'est pas des grosses équipes en fait? Oui, mais moi je pense que je fasse un petit film, que je sois en train de filmer une entrevue ou un gros film américain, c'est toujours, faut observer la lumière du jour, la lumière naturelle. Puis tranquillement, tu te fais une petite boîte à outils où tu as des instruments pour pouvoir les contrôler, la lumière naturelle ou la recréer. Mais il faut toujours que tu vois ça dans quoi tu es. Si je suis dans un gros film américain, je sais que je peux recréer le soleil relativement facilement. Mais si je suis dans une petite entrevue en Gaspésie et tout, ben là, je vais peut-être plus soit diriger où on va se placer, le sujet où on va le mettre. Après ça, tu prends des choses que tu peux contrôler, là. Un rideau, une toile, un velours noir, juste pour essayer de modeler ça un peu. Mais en même temps, surtout quand tu fais une entrevue, il faut que la personne soit bien. Là. Fait que tu choisis, est-ce que je vais être près d'elle avec la caméra? Est-ce que je vais être loin d'elle avec un téléobjectif? Mais ça prend la moitié d'une vie. Là. C'est d'observer, puis après ça, de trouver des petits outils pour pouvoir les recréer. Il y a deux sortes il y a la lumière dure et la lumière réfléchie, là, grosso modo. Après ça, tu as une lumière chaude, puis tu as une lumière froide. Puis entre les deux, il y a tout. Entre ces 4 choses-là, tu peux faire plein de choses, plein de combinaisons. Et vous allez mettre tout ça en pratique, j'imagine, cet été. Oui, c'est en filmant qu'on devient filmeron. Ça, c'est Agnès Varda. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps, Yves. Et puis, on va sûrement se croiser. Puis, en tout cas, c'est super que tu aies l'occasion de venir donner cette formation-là justement pour les gens de la place. Oui.